situation douloureuse car ils avaient entre 6 et 10 ans quand tout cela s'est produit. Entre le rapt par leur mère et son arrestation plus de 2 années plus tard, ils ont pu entendre un discours maternel très négatif envers leur père et leurs grands-parents ainsi qu'envers tout l'environnement social. Le petit dernier semble avoir été moins touché car il était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. A priori, il n'aurait pas subi l'effet physique dont rapporte leur maman, mais les conséquences psychologiques sont avérées. Donc elle a été soumise au test de Rorschach, donc elle fait essentiellement des associations de type intellectuel, ce qui témoigne d'un mode de pensée porté à la généralisation, voire à la systématisation. Elle est réticente à aborder les situations sous un angle concret et analytique, à apporter des éléments personnels. C'est un refus d'engagement, mais aussi un mécanisme de défense. C'est une personnalité plutôt introvertie, voire égocentrique, victime d'un blocage affectif qui réduit ses capacités d'adaptation à une situation. Peu tolérante dans les situations de stress en raison de la rigidité de ses mécanismes de défense. Voilà, sa pensée est infantile et sa personnalité cache des difficultés d'adaptation malgré son souci de passer pour un être normal. Voilà, d'une manière générale, chez elle, l'homme est ressenti comme quelqu'un de très négatif, notamment sur le plan sexuel. Donc ensuite, nous avons la partie réponses aux questions qui sont posées à la base, initialement. Donc, pour ce qui concernait la partie procédé à l'examen psychologique de Madame Gacciado à Sandrine en lui faisant passer les tests habituels, il en ressort qu'elle les a passés sous contrainte, puisqu'au fond d'elle-même, elle ne croyait pas à leur validité. Elle ne voulait pas se dévoiler, mais a finalement accepté d'y participer en espérant sans doute quelque chose et en limitant au maximum son discours. Elle n'a pas osé refuser la passation car elle s'imaginait inconsciemment que cette attitude aggraverait sa situation. Pourtant, c'est elle qui avait demandé au magistrat instructeur une contre-expertise suite aux 2 premières dont les conclusions lui avaient fortement déplu. Les résultats sont légèrement biaisés, mais la qualité des réponses et l'attitude devant les épreuves ne trompent pas sur les conclusions de ces derniers. Voilà. On a un début d'explication, puisqu'en effet, on essaye toujours de comprendre ce qui amène une personne à se retrouver dans cette situation. Il semblerait que 2 mois avant d'accoucher de son 3e enfant, les premiers symptômes apparurent sous forme d'un délire aigu paranoïde d'interprétation. Ma belle-mère viole ma fille, et un peu plus tard, c'est au tour du père d'être accusé des mêmes faits envers sa fille, et non sur le petit, et de persécution. Personne ne croit en mon discours, les gendarmes, les juges, les tribunaux, et on fait tout pour me les enlever. Du coup, elle finira par les enlever elle-même. On sait peu de choses sur l'élément déclencheur de cette schizophrénie paranoïde, car le sujet a refusé de revenir sur ce qu'elle vivait avec son mari et ses parents dans l'intimité des relations. Je pense qu'en effet, souvent ça apparaît à l'enfance, et encore, je ne suis pas convaincue, vu ce qu'on voit aussi plus tard. Il y a une autre explication qui semble être probable, enfin en tout cas, il y a quand même un terrain propice. Concernant le fait qu'elle présente ou non des troubles caractériels, psychologiques ou affectifs, en déterminer la nature, l'origine et leur éventuelle relation avec le comportement de l'intéressé lors de la commission des faits, il est inscrit « Elle souffre de troubles psychotiques dont le paroxysme fut la grande bouffée délirante avant son incarcération et son hospitalisation. Elle était en position dangereuse pour elle-même mais aussi pour ses enfants. Elle y est toujours, car elle est incapable de faire son autocritique sur ce qu'il s'est passé depuis 2008. Elle reste persuadée qu'elle avait raison de penser qu'on avait fait du mal à ses enfants et qu'elle voulait les protéger à tout prix. Surtout, elle persiste à croire que ses enfants sont en grand danger chez leur père et à proximité de leur grand-mère. Elle dira que pendant tout le temps de sa fuite, ses enfants se sont épanouis au sein des différentes communautés qu'ils ont fréquentées. Cette jeune femme est morcelée, sa réalité est morcelée et elle n'est pas capable de dissocier son désir ou son fantasme de la perception extérieure qui a la même valeur pour elle. Il en résulte une confusion profonde entre le réel et le fantasmatique, l'intérieur et l'extérieur, l'expérience objective et subjective qui ne sont pas séparées. Tout ceci explique les différentes manifestations délirantes. Je vous passe le traitement qu'elle a, je ne regarde personne, mais ça lui permet de stabiliser son humeur, diminuer fortement ses délires. Qui existe encore mais un peu moins, ce qui veut dire qu'il est impératif qu'elle prenne quotidiennement son traitement pour éviter une récidive. Un soutien psychologique serait souhaitable mais le sujet ne s'y sent pas prêt. Voilà, on en est là. Ensuite, on revient, on arrive à l'étude de 2012.
l'étude l'expertise de 2012, la plus récente, qui a eu lieu quelques mois avant l'enlèvement des enfants, 2 janvier. Voilà, donc cette expertise a été adressée le 2 janvier 2012 au tribunal, mais en fin de compte, elle a été établie le 27 octobre 2011. Bon, elle a mis un peu de temps. Voilà. Donc on a le basique, les commémoratifs, donc on retrace un peu l'histoire, hein. Donc pour rappel, en fait 30 novembre puis 14 décembre 2008, les enfants ne sont pas ramenés au domicile de leur père. En effet, Madame s'est sauvée avec eux, elle ne sera retrouvée que le 24 avril 2011, soit 2 ans et 8 mois de cavale avec ses enfants. Donc il faut déterminer, même principe que les autres, on est toujours là, l'origine de ces troubles et si elle peut être considérée comme pénalement responsable. Alors, questionnée sur la façon dont elle a compris que les abus se seraient poursuivis, Madame nous explique que le petit voulait faire caca, qu'il serrait les fesses, qu'il aurait mis 2-3 heures tout en hurlant. L'intéressé aurait amené son fils voir un médecin de garde. Qui lui aurait indiqué qu'il était simplement constipé. Sandrine Gacciadoa explique ne pas être convaincue, précise que lorsque l'on serre les fesses, cela constipe et pour elle, c'est signe d'abus sexuel. Au final, le 14 décembre 2008, elle est donc partie sans savoir où elle allait. Elle indique avoir fait des rencontres et s'être posée là où elle était acceptée. Elle reconnaît qu'elle ne connaissait pas les personnes chez lesquelles elle se rendait et estime que cela était moins risqué que tout ce qu'elle avait pu subir auparavant. Alors, ce qu'elle avait pu subir auparavant, ok, mais les enfants, était-ce vraiment moins risqué de les emmener chez des inconnus? Elle précise avoir interrompu toute prise de traitement depuis qu'elle travaille parce qu'elle n'est pas convaincue de son utilité. Elle expose également son dépit face à la décision du juge des affaires familiales lors de son ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2008 de confier les enfants à son époux sans prendre en compte les agressions sexuelles qu'elle alléguait à ce moment-là. Tout est que Sandrine bénéficiait d'un droit de visite dominicale avec hébergement auprès de ses enfants et qu'au décours de celui-ci, elle a disparu avec ses enfants en décembre 2008. Elle sera retrouvée le 24 avril 2011 et vivra dans l'intervalle d'économie, hébergée par des rencontres qu'elle ne précise pas, choisissant de déscolariser les enfants. Au plan clinique, on retrouve des propos délirants à thématique de persécution, voire de complot. Les principaux mécanismes semblent être interprétatifs et intuitifs. Tout au long de l'entretien, le discours est centré sur l'ex-époux, la grand-mère paternelle, les abus sexuels allégués et la nécessité d'en protéger ses enfants. Au jour de l'entretien, la conviction que ses enfants sont victimes de maltraitance et que rien n'est fait pour l'empêcher demeure très présente chez elle. Certitude ancrée. Une incapacité à intégrer le concept de remise en question et donc le doute. Les éléments qui ne vont pas dans son sens, même sollicités par elle, comme l'expertise psychologique de sa fille lors du premier signalement pour abus, ne font que la conforter un peu plus, voire alimentent ses idées de complot. Conclusion de cet examen. Troubles délirants de mécanismes intuitifs, imaginatifs et interprétatifs de thèmes principalement persécutifs. Alors, on essaye, comme je vous l'ai déjà dit, de trouver l'origine de tels problèmes. Il semblerait que ce trouble ait débuté en 2006. L'hypothèse d'une périnatalité correspondant à la 3e grossesse est envisageable. Périnatalité, je vous envoie chercher. Vous n'arrêtez pas au premier lien, il faut chercher un peu plus profond sur l'internet. Mais bon, voilà, ça ne me semble pas surprenant qu'au cours d'une grossesse, eh bien, il y ait des modifications physiologiques. Puisqu'en effet, j'en ai moi-même eu. Voilà, je pense que toutes les femmes y sont plus ou moins sujettes. Après, ça passe plus ou moins inaperçu. Ça dépend de l'ampleur que ça peut prendre et de ce que c'est comme modification. Voilà, vasculaire, autre physiologique, bref. Concernant la question, le sujet présente-t-il un état dangereux? La dangerosité demeure présente au jour de l'entretien. Elle est liée à la conviction délirante, avec inaccessible au doute et absence d'autocritique, également à la dénégation de tout trouble. Et oui, quand on est catholique, des fois on a du mal à l'admettre, hein, et bien souvent.
Voilà. L'accessibilité à une sanction pénale est remise en question au vu de notre entretien par la construction délirante elle-même. Bon, concernant la question si le sujet est soignable, même traitement que précédemment, une hospitalisation, du moins un suivi et en tout cas un traitement. Et pour l'instant, c'est pas le cas. À l'époque, c'était pas le cas. Elle envisage ni suivi ni traitement. Donc, comme je vous le rappelle, ce rapport donc fait aussi état qu'en effet, au moment des faits, elle était atteinte d'un trouble psychique qui avait aboli son discernement. Ce n'est pénalement pas reconnu condamnable. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Bref. Donc là, on est, vous voyez, novembre 2011. Les enfants ont été retrouvés en avril 2011. Je vous rappelle hein, l'organisation, les plans sur la comète, qui date de, c'est ça que je cherchais, de l'été 2012. Hein, où y a des gens, ils n'avaient pas l'intention, mais enfin, ils ont quand même fait pas mal de choses pour faire comme s'ils allaient enlever ces 3 enfants, donc qui étaient à peine rentrés depuis 1 an. Hein. Alors maintenant, eh bien, on va parler de l'état des enfants après 2 ans et 8 mois d'enlèvement parental. Voilà. Ah, et peut-être qu'après, vous comprendrez mieux le point de vue par rapport à votre cher héros qui ne sauvait pas des enfants. Voilà. La preuve est là. Ce sont eux qui étaient au tribunal face à Maillot et les parties civiles. Ce sont eux. Ce sont ces 3 enfants. 3 enfants qui, entre donc 2012 et 2018, date à laquelle il a été jugé, puis 2019, date à laquelle il s'est fait rattraper par Interpol, suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt, suite à sa condamnation du 31 août 2018, ont vécu dans l'horreur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans la terreur de se faire de nouveau enlever. Surtout quand on voit comment ils procèdent, ces gens-là. Mais ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va rester vraiment sur les expertises psy, histoire que vous mesuriez un peu les conséquences de certaines actions. Alors que vous encouragez des gens, moi j'y vois aucun inconvénient, mais sachez qui vous encouragez. Hein, apprenez à les connaître. Parce que les enfants, ils ont une place beaucoup plus importante que Stan Maillot, puisqu'on parle quand même de pédocriminalité, soi-disant. Sauf que là, en l'occurrence, on n'en a toujours pas l'envie d'une preuve, hein, et dans tout le reste du dossier aussi. Hein. Voilà. Donc, on y vient. Allez. Donc on va parler des enfants. Donc on commence par le dernier, qui a 4 ans et 10 mois à l'époque. Voilà, il se présente armé d'un sourire, un peu mignon. Il ne présente aucune réserve ou timidité. Il s'inscrit immédiatement dans le contact, joue de ses silences, minaute, parvient à répondre avec précision aux questions posées ou à développer librement son propos. Bon, c'est un comportement normal d'un enfant de 4-5 ans. Voilà, l'élocution de bonne qualité, vocabulaire usité riche et varié. Aucun des enfants ne présente de troubles quelconques. Concernant les faits, alors il parle des amis de sa mère, les nomme par leur prénom, parle de leur absence d'activité professionnelle, de leur aide au niveau du logement ou des couchages, des déplacements dans les voitures d'inconnus rencontrés quand il faisait de l'autostop. Il mime le geste du pouce spontanément, verbalisant par exemple avec maman. On était à pied, on marchait et on faisait comme ça pour arrêter les voitures. Il mime alors un pouce levé. Il décrit l'accident de voiture en Espagne, la vie dans la yourte qu'il a particulièrement mal vécu, ses incompréhensions des conditions de vie, des changements et des placements multiples. Je vous rappelle qu'à l'époque où ce petit a été enlevé par sa mère, il avait 2 ans et demi, à peine. Voilà. Il n'émet aucune plainte quant à la séparation maternelle, son incarcération. Au contraire, il décrit la situation en disant « Maman, elle est malade, elle vomit, on lui donne des médicaments, elle est en prison, elle ne nous a pas bien gardés. » Ça, c'est les mots d'un enfant de 4-5 ans qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais voilà. Il peut dire librement que sa maman lui manque et qu'il souhaiterait la revoir un peu. Alors, par contre, ce qui a été un peu plus délicat, c'est le retrouvailles avec son père, parce qu'en effet, c'était pas évident pour un enfant qui revient à l'âge de 4 ans alors qu'il a quitté un père à l'âge de 2 ans.
Mais ça a été relativement plus facile du fait qu'il y avait 2 aînés avant lui. Et que ces deux-là, ben, connus tout de suite leur père, sont allés vers lui. Du coup, ça l'a un petit peu rassuré, en effet, ça l'a rassuré. Et du coup, ben, il a accepté de le suivre lui aussi, puisque les deux grands suivaient en appelant papa. Bon, bien évidemment, vu son jeune âge, il y a certains tests qu'on ne pourra pas lui faire faire. Par contre, il a accepté de représenter un bonhomme. Alors, il nous représente un petit bonhomme qui réalise souriant et les bras ouverts mais sans jambes, ce qui pourrait indiquer son incapacité à fuir et donc le désir inconscient de l'enfant de rester dans ce nouveau lieu d'accueil. Sinon, sur le sujet en lui-même, après le reste du test, voilà, rien de perturbant. Hein. Sinon, il a dessiné de lui-même un petit escargot allant lentement sous un soleil paternel éclatant et souriant. Présente des mécanismes oedipiens marqués en raison de cette vie fusionnelle avec sa mère et des comportements inscrits dans le registre de la séduction et de la recherche du pouvoir face à l'autre masculin. Oui, parce que c'est l'âge où le complexe d'Oedipe, c'est le moment, quoi. Donc en effet, quand il y a un an, comme ce fut le cas pendant 2 ans, d'une présence paternelle ou même masculine, vraiment, ça crée des troubles. La séparation avec sa mère ne produit pas de situation anxieuse ou de symptomatologie particulière. L'enfant évoque sans difficulté, sans affect de tristesse. Il pourrait revoir sa mère sans crainte ou distance. Par contre, il y a juste un petit souci. C'est que, ayant été élevé comme le petit roi de la fratrie, selon sa grand-mère paternelle, et comme le bébé médicament de sa mère, selon monsieur, ce petit possède une place oedipienne très marquée. C'est pourquoi il se montre si séducteur vis-à-vis de la femme adulte et si distant ou capricieux avec son père. Ce père qui a été exclu de son existence avant le début de la phase oedipienne, qui n'a pas pu faire écran entre les désirs de la mère et l'enfant. Ainsi, de retour à la maison, ce petit mettait en place ce que sa grand-mère, sa fratrie et son père nommeront des crises épouvantables, terribles, des colères démesurées, ne supportant aucune frustration ou interdit, ou primauté dans la fratrie qui serait destinée à l'un des deux aînés. Monsieur reçu en seconde partie ne saura qu'évoquer sa grande détresse face à cette situation, parce que c'est jamais très simple de retrouver un enfant qui a disparu bébé, et qu'on retrouve, qui est un petit garçon qui est totalement en manque de repères et qui, en gros, ne vous connaît pas. Voilà, donc il a toutes les réticences. Donc il fait une demande d'aide pour son fils et pour lui-même, chose qu'il fera pour tous les enfants, pour s'assurer qu'il puisse bien se reconstruire après une épreuve pareille. Voilà, d'autant plus que ce petit n'a jamais connu les limites imposées par un père absent dans le quotidien et rejeté dans l'esprit de la mère. Voilà, voilà, pour le petit. Nous arrivons ensuite au Benjamin. Ah non, j'ai pas fini. Voilà, j'avais oublié la conclusion. Je me disais, il manque un truc à mon papier. Bah oui, c'est des recto verso, hein. C'est pour ça, j'ai tout dans tous les sens. Et du coup, c'est tout recto verso. Voilà, donc des fois, si je ne suis pas les numérotages, je suis perdue. Donc, comme on dit, il y a 4 ans et 10 mois. Conclusion, il parvient sans difficulté à se réadapter à ce nouveau quotidien, à trouver ses repères dans cette nouvelle maison, auprès de ses grands-parents, malgré les troubles comportementaux massifs et invalidants le quotidien au retour de l'enfant. Il n'a pas développé de troubles des fonctions neurovégétatives. C'est déjà ça, donc pas de troubles du sommeil, pas de pipi au lit, pas de problème d'alimentation. Et la relation à son père est en cours d'évolution favorable. Bah oui, puisqu'il y a forcément un encadrement qui a été mis en place de façon à ce que ces deux personnes puissent retisser un lien. La séparation soudaine et brutale d'avec sa mère, seul point de référence quotidienne, n'a pas causé de manifestation psychosomatique ou de réaction particulière. Il retrouve un quotidien équilibré, équilibrant, qui devrait, dans le semestre à venir, lui permettre de clore cette phase oedipienne dans de bonnes conditions psychologiques. L'apport de rencontres maternelles encadrées serait profitable à l'enfant, mais pas avant les premières vacances scolaires, afin de lui permettre de mettre en place sa nouvelle existence. On en arrive donc
ensuite au Benjamin. Donc à l'époque, c'est un garçon âgé de 10 ans, qui au début est un peu timide à l'entretien, mais qui au final, avec qui au final le contact s'installe avec une certaine hésitation car l'enfant se montre sur ses gardes en redoutant un débordement émotionnel. Il présente donc des réponses courtes et rapides lors de la première moitié de l'entretien avant de s'effondrer dans des larmes douloureuses à l'évocation de la récente séparation avec sa mère cette fois-ci. Donc concernant cette séparation, ce qu'il en retient, c'est que voilà, il n'avait pas de difficulté au niveau scolarité auparavant. Mais depuis qu'il est rentré à la maison, Inka, s'il te plaît. La différence de niveau avec ses anciens camarades a rendu cette fin d'année difficile. Ouais, désolé, c'est le chien. Donc son père assure l'aide aux devoirs, parce qu'en effet, il devrait être soutenu sur la fin de sa scolarité. Et puis aussi, non, là en l'occurrence on est en septembre 2011, donc c'est une nouvelle rentrée. Donc il devrait être soutenu durant le premier semestre afin de ne pas se décourager. Concernant le voyage avec maman. Parvient à évoquer son quotidien auprès de sa mère au cours de ces années d'errance subie et ce départ, alors qu'il dit s'y être opposé quand sa mère lui a appris qu'il ne reverrait pas son père le dimanche soir en question. D'y avoir été embêté par cette séparation paternelle, mais ne jamais l'avoir évoqué avec sa mère ou d'autres adultes, sa mère disant toujours que les enfants ne reverraient pas leur père. Pour lui, cette affirmation était définitive et non discutable. Je rappelle que 2 ans après, il a 10 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, il avait 7 ans et demi. On ne reverra plus papa, c'est pas discutable. Parfait. Donc à l'époque, avec maman, son heure de travail scolaire quotidienne, puis les promenades, les visites à des amis de sa mère, les disputes dans la fratrie, les heures passées dans les bibliothèques. Il appréciait ce quotidien avec des copains, c'est-à-dire les enfants des familles accueillantes ou des associations sans contraintes scolaires. Parallèlement, il éprouvait des sentiments négatifs vis-à-vis des conditions précaires d'hébergement, les nuits passées dans les rainbows ou dans la voiture. Ah, il n'y a pas une sacrée vie, hein. Donc, voilà, ils ont fait des tests complémentaires. Et il y en a qui l'ont refusé légitimement. Sur les discussions, sur ce qui en est un petit peu, il présente des éléments cliniques importants en faveur du trouble récent causé par l'arrachement maternel. Normal, un coup c'est papa, un coup c'est maman, c'est pas simple quand on a cet âge-là. La souffrance est cliniquement significative et l'enfant se perd dans des larmes douloureuses. La séparation avec sa mère produit une situation anxieuse majeure associée à des craintes de perte importantes. Ça peut se comprendre, hein. Un coup c'est papa qu'on a perdu, là c'est maman. On a 10 ans, c'est un peu dur, hein. Il souhaite donc des visites au parloir ou en hospitalisation si sa mère venait à être hospitalisée, car ses pensées envers elle sont quotidiennes et le manque maternel est trop important. Alors c'est là qu'on a une difficulté aussi qui est liée à cet âge. Les enfants, même j'ai envie de dire un peu n'importe quel âge, les enfants imaginent devoir se positionner comme l'adulte est supposé l'attendre d'eux. Ainsi, quand il était en errance avec sa mère, il n'avait pas abordé la question de l'absence du père, car il savait que ce sujet était tabou. Alors, bien évidemment, ce pauvre petit loulou, quand il rentre, pendant 2 ans et demi, on lui a interdit de parler de son père, et du coup, il a commencé à vouloir faire la même chose. Puis bon, il a fini par comprendre qu'il avait le droit. Il avait le droit de parler à papa, de maman. Voilà, même si c'est difficile, il a le droit. Donc du coup, en effet, il y aura des rencontres qui seront établies à la demande de l'enfant avec la mère, soit en milieu carcéral ou hospitalier, selon où elle sera. Et du coup, voilà, elle souhaite y répondre favorablement, organiser selon les besoins de chaque enfant une relation mère-enfant satisfaisante et constructrice, même si dans un premier temps réactionnel, son désir aurait été de s'éloigner définitivement de cette femme problématique, ce que l'on peut parfaitement comprendre. Et pourtant, monsieur accepte quand même qu'il y ait
des liens qui soient maintenus dans l'intérêt des enfants. Parce que quand on est parent, on œuvre toujours dans l'intérêt de nos enfants. Quand bien même, en face de nous, on a des enfoirés. Alors, quoi qu'il en soit, il parvient sans difficulté à se réadapter à ce nouveau quotidien, à retrouver ses repères dans cette nouvelle maison auprès de ses grands-parents. Il ne développe aucun trouble comportemental, les fonctions neurovégétatives sont adaptées. Voilà. Seule question de la séparation brutale et traumatique avec sa mère, ce nouvel arrachement parental et cette rupture du lien vient bouleverser l'équilibre de sa structure psychique, créant une symptomatologie anxieuse et débordante émotionnellement. Rien de plus légitime. Il devrait donc pouvoir bénéficier d'une prise en charge psychologique immédiate. Il est totalement inadapté de le laisser sans suivi au regard des éléments cliniques, car en l'état, une dégradation psychologique serait à redouter. En effet, un enfant de cet âge-là, c'est beaucoup plus urgent de le faire prendre en charge, puisque, je rappelle, pour ceux qui ont l'air d'ignorer et de considérer qu'un enfant est une peluche, un animal de compagnie ou un objet, ils sont en pleine construction. La psyché, c'est dans l'enfance qu'elle se fait. Puis alors, quand on arrive à 10-11 ans et qu'on est en préadolescence, ça devient encore plus tendu. Voilà, donc sera mise en place une aide scolaire dès la rentrée des classes afin d'aborder la rentrée de CM2 avec un soutien régulier, mise en place d'un suivi psychologique, mise en place de visites auprès de la mère de l'enfant dans un cadre surveillé et protégé, acceptation des courriers ou appels téléphoniques afin de rassurer l'enfant et de lui permettre de s'apaiser psychiquement. Et puis, on va finir. Alors, à cette époque, la fillette a 11 ans. Le contact s'installe immédiatement avec l'adulte et se développe dans une interaction constructive. Elle sait écouter une question avec précision et prendre le temps d'élaborer sa réponse. Ses réponses sont variées et pertinentes. Elle n'élude pas les questions qui mettent en jeu des souvenirs difficiles ou des émotions douloureuses. Au contraire, elle les verbalise. C'est important de mettre des mots sur des mots. Depuis son retour au domicile paternel, elle a su retrouver son univers ludique et très orienté vers le domaine équin. Elle retrouve les joies du visionnage télévisuel avec des séries adaptées à sa classe d'âge et l'écoute de musique également. Ah oui, parce que pendant 2 ans et demi, ils ont été d'une certaine façon maintenus hors monde. C'est-à-dire que contrairement aux camarades, eux, pas de télé, rien. C'est aussi le moyen qu'il a un peu déploré. Bah ouais, les enfants, je suis désolée, pas trop d'écran, mais quand même un petit peu. De quoi parler dans la cour de récré, enfin, du moins quand on va à l'école. Dans la sphère scolaire, la fillette a pu retrouver sa classe initiale. Le passage en classe de 6e est acquis et elle est ravie de retrouver ses repères scolaires qui lui ont manqué pendant la période de déscolarisation. En effet, elle est très attachée à sa scolarité. Elle s'y investit avec enthousiasme et n'a pas ménagé ses efforts pour retrouver son niveau malgré ses 2 années d'absence. Elle dit avoir souffert de cette situation et du manque d'investissement de sa mère pendant cette période, ce qui génère des sentiments de frustration et de colère envers elle. Au contraire, elle a dû s'intéresser à la scolarité de ses frères et superviser leurs activités. Je vais te donner un petit peu le rôle de la maman quand même. La vie amicale mise entre parenthèses a pu reprendre. Mais par contre, elle dit avoir souffert de lors de son retour à l'école, car peu de ses camarades l'ont reconnu. Voilà, donc le temps des vacances scolaires a permis de faire une réadaptation et de retrouver des journées qui passent vite aujourd'hui, en contraste avec les journées passées auprès de leur mère, dans des conditions de précarité et d'absence d'activité qui faisaient trouver le temps long. Aucun antécédent médicaux, psychologiques, je passe dessus. Concernant l'aventure du voyage avec maman, elle décrit un départ immédiat alors qu'elle n'y était pas préparée et précise. J'ai pleuré parce que je voulais que mon papa vienne. Elle dit connaître les motivations de sa mère concernant les allégations d'abus sexuels et sa volonté de protéger ses enfants de nouveaux abus, mais elle affirme n'avoir jamais été victime. C'est quand même dingue, hein ? Donc ça a été assez difficile pour elle, puisque les conditions de précarité et d'instabilité l'ont marquée. La résidence chez les différents hôtes de fortune, la vie dans une yourte, quand des personnes la prêtaient à sa mère, ont été des moments de rupture pour cet enfant qui nécessite des conditions de vie sécures et routinières, comme tous les enfants, mais on se rend un peu plus compte quand on est un peu plus grand. Les conditions d'hygiène inadaptées et l'absence de repas réguliers
et de rythme sont nommés par la fillette qui les évoque à minima afin de ne pas dramatiser la situation. Et oui, les enfants protègent toujours les parents. Cette mobilité permanente et la déscolarisation sont les deux éléments majeurs de rancune à l'égard de sa mère. Elle craint de plus la réaction de cette dernière et n'approuve pas ses choix de vie. Elle décrit une mère perturbée, souvent couchée, perdant patience, criant et dont elle craignait les réactions. Ouais, j'imagine qu'elle aussi, elle ne pouvait pas parler de papa parce que c'était tabou. Ces éléments lui ont fait dissimuler ses pleurs liés à la rupture familiale, l'enfant disant « Si je pleurais devant elle, elle ne l'aurait pas pris tranquillement. » Bon, alors bien évidemment, elle est quand même assez jeune, même si elles sont très très matures. Donc, elle ne comprend pas les enjeux de toute cette situation, mais redoute une nouvelle intrusion maternelle dans son existence retrouvée. Comme ses frères et sœurs, elle a donc été sollicitée, elle, pour le dessin d'Artus, ce qui a permis de confirmer les craintes liées à la problématique intrusive de la mère et fait appel à la symbolique paternelle. Ah oui, voilà. Ça confirme les craintes liées à la problématique intrusive de la mère. Elle ne sait pas encore psychiquement comment s'en protéger et fait appel à la symbolique paternelle massivement représentée afin de faire intervenir la symbolique de la loi. La mère est représentée comme une entité dangereuse et vorace qui pourrait de nouveau capter l'enfant et la dévorer. L'habitat reste une zone de sécurité, rapidement contaminée par le retour adhésif de l'imago maternel. Je vous rappelle, un an plus tard, ce qui se passe. Non, ça y est, ça commence à monter. Elle utilise cependant des mécanismes de refoulement afin de mettre à distance ses questionnements légitimes vis-à-vis de sa mère, les dysfonctionnements pathologiques de cette dernière et l'avenir inquiétant des années à venir, car elle se pense en danger face à la personnalité de troublée de sa mère. Elle redoute sa façon de faire et ses éventuels agissements futurs. Elle souhaite se méfier des courriers adressés par sa mère, car elle pense que des mots ou des phrases régulièrement utilisés auparavant pourraient ressurgir et venir la mettre en difficulté dans cet équilibre nouvellement retrouvé. Elle semble avoir entendu de nombreux éléments du discours délirant maternel et cette obsession à la croire en danger sexuel a clairement effracté la fillette qui est saturée psychiquement de ses propos manifestement obsédants. C'est pourquoi elle souhaite observer et être tenue au courant de l'évolution psychiatrique de sa mère, afin de ne plus être mise en danger par ses agissements et de s'en protéger en faisant appel à la présence de son père. Voilà, d'ailleurs elle le précise qu'elle ne demandait jamais après lui, mais elle a toujours pensé qu'elle le reverrait, parce qu'en effet, il était interdit de parler de papa, puisque maman avait décrété le dimanche soir en partant qu'on ne le verrait plus. Voilà. Enfin, la fillette souhaite que les courriers adressés par sa mère et remis par ses grands-parents maternels soient d'abord lus par son père, afin que tout contenu perturbateur ne lui soit pas imposé. Elle précise vouloir se rendre à des visites surveillées dans un temps relativement éloigné et uniquement après la mise en place de soins adaptés et acceptés par sa mère. Et c'est juste, et même les enfants réclament que leur mère se fasse soigner. Conclusion. Elle utilise pleinement ses ressources psychiques afin de se réadapter à une vie infantile habituelle et afin de tenir à distance une mère qu'elle craint dans ses propos et ses agirs inadaptés. Elle s'exprime clairement, mais nécessite un suivi psychologique régulier afin d'évoquer, avec le thérapeute, ses questionnements liés à la problématique de sa mère, ses craintes quant à une nouvelle soustraction de sa personne ou de sa fratrie, ses difficultés de réadaptation scolaire, même si la fillette parvient à en gommer une grande partie. De plus, son père, très marqué par ce retour à la vie familiale et aux peurs et contraintes liées à cette nouvelle existence, doit être déchargé de cet aspect de la relation avec sa fille afin qu'un tiers extérieur puisse se voir confier ce que sa fille ne pourra pas lui exprimer en souhaitant le protéger. Et oui, parce que bien souvent nos enfants nous protègent et ne nous disent pas tout. Donc là, on est le 13 août 2011. Je vous rappelle que moins d'un an après, ces trois enfants étaient approchés par Janet Ziman
dans le but de faire une interview de Léa, parce que dans l'intervalle, ils avaient rencontré Sandrine Gatchadoa, qui leur avait raconté son histoire. Et donc Janet voulait faire une interview. Je reviendrai dans les prochains épisodes sur le mot, puisqu'il a été montré, mais visiblement personne n'a capté, qu'elle a donné à une enfant de 12 ans pour que Mayo puisse s'approcher de la maison. D'accord? Et je finirai juste parce que, voilà, je pense que là, il y a eu suffisamment d'infos. Vous en avez plein le crâne. J'aurais juste une question à vous poser, à tous. Et si c'était votre famille qui était ciblée par des gens qui s'associent en vue d'enlever vos enfants, comment réagiriez-vous? On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du dossier, parce que là, on a posé un peu le décor. Maintenant, on va comprendre ce que ces gens-là ont fomenté et on va vous le démontrer. Il n'y a jamais eu de dénonciation de réseau, ni quoi que ce soit. Et l'organisation, ils ont beau dire qu'ils n'en avaient pas l'intention, tous les éléments sont contre eux. Vous ne les avez pas vus, on se garde bien de vous les montrer. Moi, je vais vous les montrer. À bientôt.